Située au nord de Paris, la commune d'Ambleville possède sur ses terres un château du XVe siècle. À l'époque, cette demeure représentait l'un des bastions de défense face à l'envahisseur anglais. Classé monument historique, le château d'Ambleville est aujourd'hui la propriété de la famille Coutot-Bégary. Cette demeure privée, mais surtout familiale, est chargée d'histoire et d'anecdotes. C'est d'ailleurs l'un de ses copropriétaires, Olivier Coutot-Bégary, qui nous accueille aujourd'hui pour nous raconter avec passion les singularités de ce lieu atypique. Ambleville, donc, c'est dans le Val d'Oise, on est dans le Vexin français, à 60 km de Paris, et c'était la frontière entre la Normandie anglaise et l'Île-de-France. Et là, donc, c'est l'un des châteaux forts qui gardait cette frontière. La visite va commencer. Installez-vous confortablement pour vivre la vie de château. Vu du ciel, le château d'Ambleville se remarque au premier coup d'œil. Cette construction, au style Renaissance, partage ses murs avec la chapelle de la commune. Cette disposition architecturale n'est bien sûr pas d'origine. Elle est l'œuvre du temps et des différents propriétaires qui ont tour à tour apporté leur lot de modifications et de rénovations. Alors le château a été construit, donc d'abord c'est une forteresse, à partir du XIIIe siècle. Il était au Désessart, et puis il est passé à la famille de Mornay, qui l'a conservé jusqu'au début du XVIIIe siècle, en apportant quelques modifications. À la Renaissance, vers 1545, on a modifié la façade nord par laquelle on arrive, donc avec tout un décor de pilastres, de frises, etc. On a comblé les fossés, les ponts-levis ont été enlevés évidemment, on a construit toutes les terrasses pour faire ces jardins. Les travaux de la façade sud, quant à eux, datent du XVIIIe siècle. Mais face aux difficultés financières, la famille est contrainte de se séparer du château. Plusieurs propriétaires se succèdent jusqu'en 1893. Il a été acheté par Charles Sedlmayr, qui était l'un des très grands marchands de tableaux dans le monde, qui a fait de très gros travaux ici. Mais comme on était en 1893, nous avons eu la chance de ne pas avoir toute la gothikomanie ou la romanomanie qui m'y passait par là. Donc il est resté assez pur. Donc il est mort en 1925. Et ses enfants ne voulaient pas garder cette propriété. Et la marquise de Villefranche, qui avait le château de Villarceau à côté, avait très envie de toutes les statues qui étaient devant la façade nord. Et les enfants de M. Sedlmayr lui ont dit « Écoutez, madame, si vous voulez des statues, achetez le château. » Bon, alors elle a acheté le château. Elle a pris les statues qu'elle a mises à Villarceau. Et c'est elle qui va reconstituer les jardins. Donc c'est sa petite fille, c'est Stéphanie de Villefranche qui va en hériter. Et nous avons repris donc avec ma femme cette propriété il y a 20 ans. Et depuis 20 ans, voilà, nous ne faisons que des travaux. Avant la Renaissance, il devait y avoir une chapelle à l'intérieur du château. Et quand on a comblé tous les fossés, donc à la Renaissance,
on a construit une petite église. Et nous avons un inventaire de 1785, à la suite de la mort du marquis de Gerville, où dans toutes les descriptions de mes pièces, il est mentionné la chambre de la tribune. Et la chambre de la tribune, c'était la tribune dans l'église, évidemment. Cette église était en mauvais état. Et sous Louis-Philippe, Madame Adélaïde, sœur de Louis-Philippe, avait donné un peu de sous. Le marquis de Mornay, à l'époque, avait donné des sous aussi. Donc, ils se sont retrouvés avec vraiment un bon petit pactole. Et comme on était en 1860, on a construit donc cette nouvelle église en beaucoup plus grand. Donc, c'est très style roman, etc. Et dans tout le Vexin, la grande majorité sont toutes de la Renaissance. C'est très, très joli. Et nous, ça fait corps avec le château, mais nous n'avons plus de tribune, il n'y a plus de passage. Posséder un château n'est pas qu'une question de travaux et de rénovation, c'est aussi garantir la conservation d'un morceau de l'histoire et des secrets qu'elle renferme. Quand on a repris le château, donc il était entièrement vide, mais donc il restait quelques archives et j'ai vraiment voulu les conserver parce que c'est l'âme de la maison, ce sont mes papiers de la maison. Et j'ai tout lu, j'ai tout répertorié. Et donc, il n'y a que des procès, des droits de passage, etc., entre les fermiers, les fermes, les métairies, absolument. Il y a d'autres archives aussi qui ont été déposées aux archives de Pontoise, donc par les précédents propriétaires. Mais ce qui était ici, ça reste à Ambleville. Et le jour, si on n'est plus à Ambleville, elles resteront à Ambleville, évidemment. Et on nous a donné quelques archives donc, du XXe siècle, du temps des Villefranche, le rachat de la propriété, etc., que j'ai rajouté à nos archives. On en a donc du XIVe siècle, très très peu évidemment. La majorité des archives donc, sont du XVIIIe et le XIXe siècle. Le château d'Ambleville reste l'un des rares à être encore occupé au quotidien. Ses propriétaires doivent jongler entre les pièces d'habitation et celles destinées aux visites. C'est en poussant cette lourde porte en bois que Olivier Couteau-Bégary nous emmène à la découverte de cette demeure chargée d'histoire. Quand on vient à Ambleville, donc, il y a une partie qui est ouverte à la visite, que nous n'habitons pas, et l'autre partie, évidemment, où nous vivons avec, quand les enfants viennent, évidemment, on est bien obligé d'avoir une cuisine, une salle à manger et des chambres, quand même. Mais donc, la grande partie, toutes ces grandes pièces, nous n'y vivons pas. Cette galerie que vous pouvez voir, dans laquelle nous sommes, c'est la partie la plus étroite, avec quelques fenêtres à gauche, mais quelques fenêtres à droite, évidemment. Le château lui-même, donc, on va dire, il y a 25 à 30 pièces principales. Et nous avons deux grands escaliers, deux escaliers du XVe siècle. Et nous avons sur le château lui-même, on a donc un peu plus de 80 fenêtres. Tous les balcons que vous pourrez voir à l'extérieur paraissent du XIXe siècle, mais donc ils ont été ramenés de Venise par Sedlmeyer en 1895 et datent du XVIe siècle. Donc c'est un château avec des toitures qui ne sont pas évidentes, c'est imbriqué. Il y a des restaurations à gauche, à droite, et nous allons rentrer dans de très gros travaux sur les façades et toutes les toitures. Restauration, travaux et conservation, le quotidien d'un propriétaire de château n'est pas de tout repos. C'est avant tout une histoire de patience et de passion. Comment passe-t-on le cap d'une telle acquisition ?
C'est-à-dire que pendant un certain nombre d'années, nous avons vécu à Montmirail, très souvent, qui est un château dans la Marne, que nous devions acquérir et ça ne s'est pas passé comme on pensait vraiment. Et nous cherchions un château ancien qui ne soit pas trop restauré. Alors on a mis quand même un petit moment, on va dire, et nous avons acheté il y a 20 ans et nous sommes mariés depuis 33 ans. Et puis finalement, voilà, on a trouvé. C'est très près de Paris. Il n'avait pas été trop restauré, ça c'est un point. Les jardins sont sublimissimes, c'est pas trop grand, c'est pas trop petit non plus. Et quand on est à 50 minutes de Paris, quand même, c'est un avantage énorme. Il est tout à fait évident que dans le sud-ouest, puisque nous sommes originaires du sud-ouest, il y a plein de maisons qui nous plaisaient, mais c'est très loin. Et quand on y pense, un joli château, c'est beaucoup moins cher qu'une très belle maison. Et comme je dis, et ça me fait rire les gens, j'ai les moyens d'avoir un beau château, mais pas une très belle maison. Passionnés par le mobilier décoratif ancien, les propriétaires des lieux disposent d'une importante collection privée. La visite du château d'Ambleville permet ainsi de découvrir des reconstitutions de salles décorées d'œuvres et d'objets personnels. Au château d'Ambleville, il y a 4 pièces qui sont ouvertes à la visite. Le grand escalier du XVIIIe siècle, le salon des cuirs, la grande salle à manger et la galerie dans laquelle nous nous trouvons. Il est ouvert à la visite à partir du mois de juin, tous les week-ends. Pour les groupes, toute l'année évidemment, juillet, août, tous les jours, sauf le lundi. Et en septembre exactement, chaque week-end aussi. Le grand escalier, donc la pièce principale, donc c'est le grand portrait de Louis XVIII, là, donc par le baron Gérard. Il y a un cabinet en ébène. Ensuite, dans le salon des cuirs, vous avez tous ces cuirs qui datent donc de 1670 à peu près. On appelle ça des cuirs de Cordoue généralement, mais ce sont des cuirs qui ont été faits à Avignon. Et vous avez les 11 chaises qui n'ont jamais bougé, que nous avons fait restaurer. La salle à manger, donc, qui date de la fin du XVIIIe siècle. Donc, le décor a été fait donc, en faux marbre par Stéphanie de Villefranche il y a donc une 50aine d'années à peu près. Cette décoration intérieure est complétée par 2 grands panneaux en bois qui proviennent de l'ancienne chapelle d'Ambleville, détruite en 1899. Rachetés par Charles Sedelmeyer, ils sont ensuite placés dans le château. Et puis ensuite, donc, cette grande galerie qui nous a permis de poser ces 6 tapisseries qui datent du tout début du XVIIe siècle. La galerie constitue la salle ouverte à la visite la plus importante du château. Au-delà des différents objets et mobiliers, ce sont ces 6 grandes tapisseries murales qui attirent l'attention dès que l'on rentre dans cette vaste pièce. Les tapisseries, donc nous en avions 3. On en a racheté 3 donc, après pour compléter cette série. Et elles représentent donc mes scènes pastorales, tirées d'après un fameux roman, Gombauld et Massé, et qui raconte toute l'histoire et la vie d'un berger et d'une bergère, leur rencontre, leur mariage, les travaux des champs, etc., etc.
Et au premier abord, c'est très gentil, voilà. Et quand vous les décryptez, évidemment, c'est tout à fait autre chose. Il y a une seconde lecture qui est beaucoup plus, comme c'était à l'époque, qui est très sensuelle, on va dire. Ces tapisseries sont flamandes, c'est une fabrique qui était audenarde, donc vers 1610. Il faut rappeler donc avant toute cette création des Gobelins, en 1662, donc toutes les tapisseries étaient à peu près importées. On en a fabriqué en France évidemment, Aubusson, Felletin ou les ateliers de la Loire autrefois, mais les grands centres de production, c'est en Flandre, Bruxelles, Audenarde. Vous avez un couple qui est en train de partager une soupe, une femme qui met dans sa petite guérite en train de filer de la laine et qui papote avec un de ses compagnons jeunes à l'intérieur de ce petit enclos avec des moutons chèvres. Et la deuxième explication, évidemment, la plus rigolote, lui dit à sa compagne « Puis-je tremper ma petite cuillère dans ta sauce ?» Ce qui laisse imaginer plein de choses. Elle dit à son compagnon, elle lui dit « Vois comme je quenouille bien ». Et lui répond « Mais regarde comme je l'adresse déjà bien droite ». Et il parle de sa lance, évidemment. Donc c'est très... Et les visiteurs aiment bien, ça les fait rire. Donc cette autre tapisserie, c'est le jeu de la main chaude. Alors le jeu de la main chaude est un jeu qui remonte au Moyen-Âge. Donc un homme met sa main derrière, la paume vers l'extérieur, et tous les autres qui participent au jeu passent, lui titillent la paume et il doit deviner qui titille. Donc et vous pouvez faire ça très bien, ça ne demande aucune préparation, c'est très rigolo. Commissaire-priseur de métier, Olivier Couteau-Bégary est un passionné d'art et collectionneur de mobilier. S'il y habite, son château lui sert aussi de prétexte afin d'entreposer sa collection. Bureaux, chaises et autres mobiliers, certaines pièces de la collection ont nécessité d'importantes restaurations. Comme cette table par exemple. Confectionnée à partir d'écailles et d'ivoire, elle est la réalisation de Pierre Goll. Elle représente l'une des pièces les plus appréciées de son propriétaire. Elle se distingue notamment par ses oiseaux en marqueterie. Un autre type de meuble passionne M. Couteau-Bégary, les cabinets en ébène. Le plus beau cabinet donc qui est ici, c'est un cabinet qui a été fait par Armand, qui était donc un menuisier en ébène. Il était ébéniste ordinaire de Louis XIII. Et le cabinet a le gros avantage, c'est vraiment une mode au XVIIe siècle, entre 1610 à peu près jusqu'en 1660. Ce cabinet, je l'ai acquis en Angleterre, à Londres. Il avait été fait pour le marquis de Nonant. Et c'est un cabinet, comment vous l'ouvrez, et au fur et à mesure, c'est de plus en plus beau, évidemment. Ça, c'est vraiment dans mes meubles fétiches. Lors des visites, nous n'ouvrons pas les cabinets parce que c'est très fragile, mais dans le salon des cuirs, on en a un autre, alors là, lui, on l'ouvre, sans aucun problème, qui est un peu plus grand. Il est en ébène gravé à l'intérieur, donc un décor de fleurs, de tulipes, comme c'était à la mode à l'époque, et plus on l'ouvre, évidemment, plus c'est intéressant. Donc il est entièrement en écaille et toutes les parties blanches ou les parties vertes donc, sont en ivoire. C'est un théâtre, donc ma véritable appellation, ça s'appelle un caisson. Et c'était fait donc, pour mettre un objet, une belle pièce d'argenterie, une conque, un nautile, statuette. C'est vraiment une vitrine. Mais si vous n'étiez pas initié, si on ne vous le montrait pas, votre meuble est fermé et puis ça reste quand même assez énigmatique.
Dans le salon des cuirs, donc, il y a un certain nombre de vitrines avec des émaux. Alors on aime bien ça, donc qui ont été faits entre le XVIe siècle, on va dire, et le début du XIXe siècle. On était parti d'un émail, et puis du côté de ma femme, donc on en avait pas mal. Et puis c'est au fur et à mesure, en une vingtaine d'années, donc on a constitué une collection qui nous plaît à tous les deux. Là, ce sont les 12 Césars. Donc ce sont des émaux de Laudun. Donc on en a fait beaucoup, c'était vraiment un thème à l'époque très très à la mode. Donc là c'est l'une des mes plus belles plaques que nous ayons. Donc c'est un émail de Limousin, donc avec une scène de l'Ancien Testament. Les trésors du château d'Ambleville se trouvent également à l'extérieur. Conservé précieusement par ses propriétaires, le parc de cette demeure historique est classé jardin remarquable. Les jardins clos de murs donc, font à peu près 4 hectares. Donc, dès le XVIe siècle, on parle de jardins, de terrasses et de fontaines. Début du XIXe siècle, ils ont été abandonnés évidemment, mais c'est devenu ce que l'on appelait un jardin à l'anglaise, donc c'est-à-dire quelques plantations, quelques arbres, mais ce n'est pas du tout un jardin formel. Et lorsque la marquise de Villefranche a racheté le château en 1928, c'est elle qui va reconstituer les jardins. Donc elle avait une de ses amies qui est à Florence, la princesse Guica, et donc elle va copier ce jardin de la Gamberaia pour le remettre ici. C'est un jardin formel, donc c'est-à-dire qu'il y a des formes qui est vraiment très très structurées, on va dire, et on ne retrouve en grande majorité que des taupières. Donc les taupières, ce sont des mésifs que l'on taille pour leur donner une forme, donc avec des arches, etc. Et le grand jardin, donc cet échiquier que l'on appelle un échiquier, ces grosses taupières, donc c'est chaque pion pour un jeu d'échecs. Et généralement, au mois d'avril, donc il va falloir que l'on se replonge dedans parce que toutes ces bulbes ont plus de 20 ans maintenant. Et vous avez les 64 cases de cet échiquier qui poussent avec des narcisses blanches. C'est vraiment très beau. Ça, c'est vraiment très beau. Et le bas, donc, ce grand jardin, donc, dit de la Gamberaia, on va dire, donc, avec une arche, en fait, c'est ce grand théâtre de verdure avec mes arches à l'intérieur, dans laquelle il y a les 4 saisons, chaque fois avec une pièce d'eau devant. C'est un jardin formel. Et quand les gens viennent visiter, évidemment, tous les jardins sont en libre accès sans aucun problème. Ces jardins remarquables, ces reconstitutions décorées de tapisseries des Flandres et de mobilier de collection, ainsi que sa mitoyenneté avec la chapelle du village, font du château d'Ambleville une curiosité du Vexin. Si vous souhaitez découvrir le château d'Ambleville, ses propriétaires passionnés d'art et d'histoire vous accueillent avec plaisir d'avril à septembre. Ils en assurent eux-mêmes la visite et vous proposent ainsi de vivre la vie de château.